Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu apiculture. Vous avez été très nombreux à me demander davantage de vidéos sur l'apiculture et les abeilles. Et je me suis dit que si on voulait en parler un peu plus souvent sur cette chaîne où une bonne partie d'entre vous n'êtes pas du tout apiculteur ou avez un niveau vraiment débutant, ça serait peut-être bien de commencer par le début. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la ruche. Donc quand je parle de la ruche, je parle bien de la maison des abeilles, hein, non pas des abeilles qui vivent à l'intérieur. Vous expliquer tout simplement le fonctionnement d'une ruche, les éléments qui la composent, etc., etc. Alors les images que je vais utiliser aujourd'hui, je les avais déjà utilisées dans une vidéo qui date d'assez longtemps, mais je voulais rajouter quelques explications en partant du principe que vous êtes nombreux à être complètement débutants dans le domaine. Du coup, si vous êtes déjà apiculteur, si vous avez déjà quelques ruches ou si vous avez déjà suivi une initiation ou une formation d'apiculture auprès d'un apiculteur ou d'un rucher école, cette vidéo ne va probablement pas vous intéresser puisque tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, normalement, vous le savez déjà. Je précise aussi que je vais vous montrer aujourd'hui une ruche d'Adam qui est le modèle de ruche le plus utilisé en France, celui pour lequel vous trouverez le plus facilement le matériel, y compris dans les jardineries qui ont un rayon apiculture, etc. Mais il existe évidemment d'autres modèles de ruches dont certaines seront peut-être plus adaptées à ce que vous voulez en faire. Mais l'idée c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, et une fois que vous avez compris ça sur la ruche d'Adam, c'est relativement facilement transposable à d'autres modèles, même si effectivement certains modèles fonctionnent d'une façon un peu différente. Mais le but ici c'est pas de vous montrer tous les modèles de ruches qui existent, c'est de vous expliquer ce que vous allez trouver dans la plupart des vidéos, ce qu'on va vous montrer dans la plupart des ruchers écoles. C'est une base, ça ne vous empêche pas évidemment de vous documenter par ailleurs si d'autres modèles de ruches vous intéressent. Voilà, donc ces précisions étant faites, on passe tout de suite à la vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'une ruche et comment ça fonctionne ? Alors la première partie qui compose la ruche, celle qui est en fait la base de la ruche, c'est le plancher, c'est ce que vous voyez à l'image. Ici c'est un plancher en plastique grillagé. Le plancher peut être plein ou grillagé, il peut être en plastique ou en bois. Nous on a choisi d'utiliser des planchers en plastique, même si vous savez que je ne suis pas fan du plastique, tout simplement pour des raisons de durabilité. Un plancher en plastique va durer beaucoup plus longtemps puisqu'il sera moins vulnérable à l'humidité, etc. Le plancher c'est quand même une partie de la ruche qui est plus facilement en contact avec l'humidité et tout ça. Donc nous on a choisi d'utiliser des planchers en plastique parce que ça sera beaucoup plus durable dans le temps. D'autre part, le nettoyage et la désinfection sont facilités avec un plancher en plastique. Alors le deuxième élément qui compose la ruche que je viens de poser ici sur le plancher, c'est probablement l'élément le plus important, c'est le corps de ruche. Dans le corps de ruche, on va trouver les cadres sur lesquels les abeilles construisent leurs rayons, dans lesquels elles vont venir stocker le miel, le pollen, mais aussi y élever les jeunes abeilles, c'est-à-dire le couvain, hein, donc les jeunes abeilles qui permettent le renouvellement permanent de la population de la colonie. Ces cadres peuvent prendre plusieurs formes. Ici vous voyez un cadre filé vertical, hein, il est traversé par des fils métalliques verticaux. On peut aussi en trouver avec des fils métalliques horizontaux. Ces fils métalliques vont permettre de fixer dessus des cires gaufrées qui ont déjà des alvéoles préformées que les abeilles n'ont plus qu'à étirer pour pouvoir commencer à y stocker leurs réserves et que la reine puisse y pondre ses œufs. Alors nous on a fait un choix un petit peu différent puisque ces cires gaufrées, on est obligé de les acheter dans le commerce apicole. Alors les apiculteurs qui ont beaucoup de ruches peuvent utiliser leurs propres cires et les emmener chez le cirier pour faire des cires gaufrées à partir de leurs cires. Mais quand on n'a pas beaucoup de ruches, on est un peu obligé d'acheter des cires gaufrées, et nous c'est quelque chose qui nous convenait pas forcément, d'autant plus qu'il y a eu des problèmes de cires contaminées avec des pesticides ou avec des résidus de traitement, ou encore des problèmes de cire coupée avec des choses pas très jolies comme de la paraffine par exemple. Donc nous on a choisi de laisser nos abeilles construire naturellement leurs rayons sur ces cadres à jambage. Alors vous allez me dire, elles peuvent construire aussi naturellement sur des cadres filés, c'est vrai, mais l'avantage que je trouve moi au cadre à jambage, c'est qu'il n'y a pas de fil métallique à retendre quand ils se détendent, etc. Vous voyez qu'en haut il y a une petite rainure qui permet d'intégrer, si on le veut, une petite amorce de cire pour aider les abeilles à construire, mais elles n'en
n'en ont pas forcément besoin. Quand on met pas d'amorce, elles construisent aussi très très bien. Le jambage en diagonale permet de donner une certaine solidité à l'ensemble, de façon à ce que le rayon ne soit pas trop fragile quand on peut être amené à le manipuler. Alors ici vous voyez qu'on a mis une petite tache de peinture qui correspond à la couleur de l'année. Ça c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué. Quand on marque les rennes, il y a un code couleur qui permet de connaître l'âge de la reine en fonction de sa couleur, et donc nous on met une petite tache de peinture qui correspond à la couleur de l'année en utilisant le même code que pour les rennes, et comme ça on sait depuis combien de temps les cadres sont dans la ruche pour renouveler régulièrement les cadres les plus anciens. Alors je fais une petite aparté sur ces cadres à jambage, puisqu'il y a souvent beaucoup de questions. Comme je vous le disais, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser des cires gaufrées. On n'est même pas obligé de mettre en haut une petite amorce de cire pour que les abeilles les construisent. Elles les construisent très bien même sans amorce. Il n'y a pas de fils verticaux ou horizontaux métalliques qu'il faut parfois retendre parce qu'ils sont détendus, etc. Ici il n'y a rien de tout ça, c'est que du bois, donc il n'y a pas de fil à retendre. Et ça c'est vraiment pratique, par exemple quand vous sortez un cadre parce qu'il est trop vieux, que les cires sont trop noires et que vous voulez le renouveler, et ben si le cadre est en bon état, c'est très facile de découper les cires, les vieilles cires que vous voulez supprimer, de passer un bon coup de chalumeau sur le cadre pour le désinfecter correctement et retirer les éventuels résidus de vieilles cires, et puis vous pouvez le renvoyer dans le circuit et le réutiliser encore. Il n'y a pas de fil à retendre, il n'y a rien à faire du tout. Donc personnellement c'est pour toutes ces raisons que j'aime beaucoup utiliser les cadres à jambage. Par contre l'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas mettre 10 cadres à jambage à bâtir et balancer une colonie dans la ruche, puisque là elle risquerait de construire un petit peu de travers. Quand vous voulez faire construire un cadre à jambage, il faut toujours l'intégrer entre deux cadres bâtis, de préférence entre deux cadres construits bien droits, de façon à ce que les abeilles construisent aussi bien droit sur ce cadre à jambage, puisqu'elles n'ont pas de cire gaufrée pour les guider. En plus de ça, bon, sur les cadres à jambage évidemment, les abeilles construisent leur cire naturellement comme elles veulent, de la taille qu'elles veulent aussi pour les alvéoles, puisque sur les cires gaufrées il y a des alvéoles préformées à la taille des cellules d'ouvrières, mais on sait que les abeilles ne font pas toutes les cellules de la même taille. Par exemple quand elles veulent élever des mâles, elles font des cellules plus grandes. Bon bah avec les cadres à jambage elles construisent la ruche exactement comme elles veulent, comme ça leur convient, et probablement de la façon qui leur est le plus adaptée. Voilà, donc pour moi c'est aussi une façon de laisser aux abeilles la liberté de construire en gros leur maison comme elles le veulent. Alors l'élément suivant qui va venir se placer au-dessus du corps de ruche, c'est le couvre-cadre. Alors celui-ci est équipé d'un petit dispositif en plastique, ne vous en occupez pas, faites comme si ce dispositif n'était pas là, ça j'aurai l'occasion de vous expliquer plus tard à quoi ça sert. Ce que vous devez retenir, c'est que le couvre-cadre, en gros c'est le plafond de la ruche. On vient le poser au-dessus du corps de ruche, donc au-dessus des têtes de cadre, et c'est lui qui vient fermer le corps de ruche, qui fait office donc, comme je vous le disais, de plafond. Alors l'élément qui va venir fermer la ruche, et tout ça, ça constituera la base de votre ruche, c'est le toit. Alors il existe là aussi différents types de toits. Les toits plats en tôle comme celui-ci, qui sont légers et pratiques, mais il existe aussi des toits chalets. Donc comme leur nom l'indique, c'est des toits à double pente qui évoquent le toit d'un chalet ou d'une maison. Ces toits servent tout simplement à protéger la ruche des intempéries, notamment la pluie et la neige. Et donc tout ça, ça forme la base de votre ruche. Alors là encore, je vais faire une petite aparté. On peut aussi ajouter au niveau du trou de vol ce qu'on appelle une porte d'entrée ou une portière d'entrée. Il en existe de différents types, notamment des portes anti-frelons, etc. Moi, j'utilise généralement celle que vous voyez ici. Alors ces portières d'entrée, on les place normalement à l'automne pour éviter que des animaux, notamment des rongeurs, s'introduisent dans les ruches quand la colonie est en plein hivernage et ne causent des dégâts dans les ruches. Et normalement, on les retire au printemps quand la mielée commence et que la colonie est forte et capable de se défendre contre d'éventuelles intrusions. Mais personnellement, j'ai tendance à les laisser toute l'année. Je sais que certains vont avoir un avis là-dessus, un avis différent, mais si je le fais, c'est pour une bonne raison. Sur le deuxième terrain, là-haut, il y a beaucoup de rongeurs, vous le savez, c'est un endroit un petit peu sauvage, entre guillemets, et on a déjà eu des problèmes avec ça, donc personnellement, je préfère être prudente et laisser les portières d'entrée toute l'année. Mais là, après, chacun doit s'adapter en fonction de son contexte. Moi, je fais comme ça, mais comme d'habitude, j'oblige personne à faire comme moi.
Alors, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça constitue la base de notre ruche. Les éléments fixes qui sont toujours là sur la ruche. Donc plancher, corps de ruche, cadre, couvre-cadre et toit. Je vous ai aussi parlé des portières d'entrée en vous expliquant que ça, c'est quelque chose qui, en principe, est présent sur les ruches à certaines périodes de l'année. Et il y a d'autres éléments comme ça qui sont présents sur les ruches seulement à certains moments de l'année. Donc c'est de ça qu'on va parler maintenant. Le premier de ces éléments, c'est le nourrisseur. Alors le nourrisseur, en voilà un. Celui-ci, c'est un nourrisseur plastique, un nourrisseur couvre-cadre, c'est-à-dire qu'on le pose au-dessus du corps de ruche à la place du couvre-cadre. Et dans ce nourrisseur, on va pouvoir mettre éventuellement du sirop, par exemple, pour nourrir les colonies d'abeilles qui peuvent en avoir besoin. Alors je précise ici que nourrir les colonies d'abeilles, c'est quelque chose qui ne doit pas être systématique, hein, c'est pas une pratique systématique, c'est quelque chose qu'on fait ponctuellement dans des situations bien précises. Par exemple, nous là en ce moment on a dû nourrir les colonies d'abeilles puisque avec cette météo elles ne peuvent pas sortir et donc on avait des colonies qui étaient au bord de la famine. Voilà, donc une fois qu'on a mis le nourrisseur, on vient évidemment remettre le toit de la ruche par-dessus, hein, et voilà. Donc le nourrisseur, en principe, il est présent sur les ruches en hiver, puisque c'est plutôt en hiver, voire même en fin d'hiver, qu'on peut avoir besoin ponctuellement de nourrir les colonies qui n'ont plus assez de réserves pour tenir jusqu'au printemps. Normalement, à cette période de l'année, il n'y a plus de nourrisseur sur les ruches, sauf cette année qui est très particulière, comme je viens de vous le dire. À ce moment-là, on le retire puisque à partir du moment où de nombreuses ressources entrent dans les colonies, on va venir ajouter des nouveaux éléments à la ruche. Alors, le premier élément qu'on va ajouter, alors certaines personnes travaillent sans cet élément, d'autres travaillent avec. Personnellement, je travaille avec, mais là encore, c'est au choix de chacun. Cet élément s'appelle une grille à reine. Donc la grille à reine, elle a un espacement bien particulier, bien précis, qui permet de laisser passer les abeilles, mais pas la reine. Pourquoi ? Parce que la reine, elle est un petit peu plus grosse que les abeilles, son abdomen est surtout beaucoup plus gros, et donc du coup, elle ne peut pas passer à travers cette grille. Les mâles non plus, soit dit en passant, hein, puisque les mâles sont plus gros que les ouvrières. Donc l'intérêt de la grille à reine, c'est qu'on la place au-dessus du corps de ruche et ça va permettre aux abeilles de monter dans les éléments qu'on va rajouter au-dessus, mais la reine, elle, restera en bas. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? C'est tout simplement que l'élément qu'on va venir poser là par-dessus le corps de ruche, ça s'appelle une hausse. Donc c'est un élément qui fait la même taille que le corps de ruche, mais la moitié de sa hauteur. C'est dans cette hausse que les abeilles vont stocker le surplus de miel, c'est-à-dire le miel que l'on va récolter en fin de saison. Et donc l'intérêt d'empêcher la reine de monter dans cette hausse, c'est pour qu'elle ne vienne pas y pondre, hein, qu'il n'y ait pas de couvain dans ces hausses et qu'il y ait vraiment juste du miel, que du miel et pas de couvain. Alors les hausses, on peut en mettre une, mais quand il mielle très fort et qu'il y a beaucoup de rentrées de nectar, on peut aussi les superposer, en mettre 2, 3, voire plus, hein, dans les régions qui le permettent ou sur les mielés qui le permettent. Et tout ça, c'est ce qu'on va récolter en fin de saison. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu récoltes tout le miel qu'il y a dans les hausses à la fin de la saison, les abeilles n'ont plus rien à manger pour l'hiver. Non, puisque justement dans le corps de ruche, les abeilles stockent aussi du miel, elles stockent leurs propres réserves. En fait, dans le corps de ruche, vous avez au centre le couvain qui forme comme une boule. Autour du couvain, vous avez les réserves de pollen et tout autour de ces réserves de pollen, vous avez les réserves de nectar, ce qui fait que les cadres qui sont sur les côtés, qu'on appelle les cadres de rive, sont eux complètement remplis de miel et au-dessus, sur le haut de chaque cadre, normalement, vous avez aussi un dôme de miel, hein. Donc tout ça, ça constitue les réserves des abeilles et ce que l'apiculteur récolte en fin de saison, c'est le surplus, c'est ce que les abeilles ont stocké en plus. Donc par-dessus la hausse ou les hausses, quand il y en a plusieurs, on vient remettre le couvre-cadre et puis le toit par-dessus. Voilà, donc j'espère que toutes ces explications vous auront permis de mieux comprendre comment fonctionne une ruche. Bien sûr, il y aura des précisions à apporter en cours de saison, etc. Ce que j'essaierai vraiment de faire. Mais là, déjà, j'espère que ça vous aiguille un petit peu au niveau du vocabulaire et que vous comprendrez un petit peu mieux les explications sur les vidéos d'apiculture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une ruche et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.